Mesdames et messieurs, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal de CCTV français en direct de Beijing. Voici tout de suite les grands titres de l'actualité. Un accord a été trouvé entre la Russie et les États-Unis concernant un cessez-le-feu en Syrie. Les deux parties parlent d'une véritable occasion à saisir. Le Premier ministre britannique David Cameron présente au Parlement ses propositions de réforme pour rester au sein de l'UE. Aux États-Unis, des dizaines de milliers de personnes manifestent dans tout le pays contre la condamnation de l'ex-officier de la police de New York, Peter Young. La police ougandaise a arrêté le leader de l'opposition, Kizza Besigye, accusé d'avoir planifié des manifestations violentes dans la capitale. Et nous verrons qu'en Chine, les investisseurs délaissent les secteurs traditionnels pour d'autres secteurs plus neufs, comme le sport. À la une de l'actualité, un accord a été atteint par la Russie et les États-Unis concernant un cessez-le-feu en Syrie. Lundi, le président américain Barack Obama a appelé à sa demande son homologue russe, Vladimir Poutine. Les détails de l'accord ne sont pas connus, mais une annonce faite précédemment suggère que la cessation des hostilités, à l'exception du groupe État islamique et du front Al-Nusra, entrerait en vigueur samedi. Le président russe Vladimir Poutine a par la suite déclaré à la télévision que l'accord entre la Russie et les États-Unis sur un cessez-le-feu en Syrie était un pas en avant vers la fin du bain de sang et qu'il pourrait devenir un exemple d'action contre le terrorisme. Le porte-parole de la Maison-Blanche, John Ernest, a déclaré qu'il allait être difficile à mettre en place, mais qu'il avait été conclu alors qu'une opportunité s'était présentée et que les États-Unis allaient tenter de capitaliser là-dessus. Au Moyen-Orient, le groupe État islamique a revendiqué la responsabilité des attentats qui ont visé deux villes en Syrie et fait plus de 140 morts. Une série d'explosions a frappé la capitale syrienne Damas et la ville d'Homs, faisant au moins 140 victimes. À Damas, les bombes ont explosé près des écoles au moment de la période d'affluence du district de Saïda Zinab. L'agence de presse syrienne Sana a indiqué qu'au moins 80 personnes ont été tuées et 170 autres blessées. Le quartier abrite l'un des lieux sacrés de l'islam chiite, gardé par le Hezbollah libanais et par d'autres miliciens chiites. Un habitant raconte l'explosion. Je dormais chez moi, en haut, quand j'ai entendu la première explosion. Elle s'est produite juste ici. Environ 5 minutes plus tard, alors que j'appelais l'ambulance, une deuxième bombe a explosé. Un homme a fait exploser la bombe qui se trouvait sur lui. Encore 5 à 7 minutes plus tard, un deuxième homme s'est fait exploser. J'étais ici à le regarder. En Europe, le Premier ministre britannique David Cameron a présenté au Parlement ses propositions de réforme concernant l'UE, espérant remporter un soutien dans sa campagne pour demeurer au sein du bloc. Je vous présente une série de propositions de réforme dans 4 domaines. Et nous espérons que les membres de l'UE vont les accepter et procéder à ces réformes concrètes dans ces 4 domaines. L'emploi et les affaires dépendent de nos bonnes relations avec l'Europe. Nous voulons une protection de l'économie, une sauvegarde de la livre, la promotion de l'industrie artistique et financière, la protection des contribuables britanniques contre le flux migratoire en Europe et l'assurance que nous aurons notre mot à dire dans la régulation du marché unique, tout en restant en dehors de la zone euro. David Cameron s'est exprimé devant les députés sur 4 sujets dont l'emploi et les affaires. La réforme de l'UE doit aussi donner au Royaume-Uni un statut spécial au sein du bloc. Il y aura de nouvelles restrictions concernant l'accès au système social britannique pour les migrants venus de l'Union européenne. Et la Grande-Bretagne ne pourra jamais être forcée à rejoindre l'euro. Mais le Premier ministre fait face aux critiques de plusieurs politiciens, dont le maire de Londres, Boris Johnson, qui se fait l'avocat du Brexit. M. Johnson dit que le plan du Premier ministre ne change pas fondamentalement la relation du pays avec l'Europe. M. Cameron s'est assuré le soutien de la majorité de son cabinet, mais 6 ministres disent soutenir un départ. La livre sterling a fortement chuté face aux autres grandes monnaies lundi. La question du maintien du Royaume au sein de l'UE sera tranchée par référendum le 23 juin.
Le référendum justement à venir au Royaume-Uni sur la sortie de l'Union européenne est un pari risqué. Il suffit de regarder le cours de la livre sterling pour avoir une idée des risques encourus par ce référendum sur l'appartenance du Royaume-Uni à l'Union européenne. La livre a en effet plongé contre le dollar. Au siège d'Europol à La Haye, l'éventualité d'un départ du Royaume-Uni de l'Union européenne est considérée comme un risque. Si vous enlevez ça, alors ça va rendre la protection des citoyens contre le terrorisme par le Royaume-Uni plus difficile. Cela va amener plus de protection sociale. Et au Parlement britannique, les sceptiques ont appelé le Premier ministre à justifier l'accord passé la semaine dernière avec Bruxelles. Monsieur le Président, il s'agit d'une décision vitale pour l'avenir de notre pays et je pense qu'il nous faut être clair sur le fait que c'est une décision finale. Cameron sait que nombre de membres du Parlement, environ la moitié des parlementaires de son parti selon les estimations, sont farouchement opposés à l'Union européenne. Et cette antipathie se retrouve dans les rues de la capitale britannique. Je pense simplement que l'on serait mieux tout seul. Pas encore, c'est pas difficile et très rapide. Pourquoi? Car je pense qu'il y a beaucoup d'avantages et que nous sommes maintenant dans une société mondialisée et que nous sommes mieux ensemble que seuls. À Bruxelles, la Commission européenne a indiqué qu'il n'existait pas de plan B au rejet britannique du statut de membre spécial. Un statut qui lui a été accordé en prévision du référendum de juin et qui accentue la pression sur le Premier ministre David Cameron. International toujours, le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi sera aux États-Unis entre ce mardi et jeudi. Il y rencontrera son homologue américain John Kerry. Les deux hommes évoqueront les relations bilatérales ainsi que les questions régionales et internationales d'intérêt commun. La porte-parole de la diplomatie chinoise, Hua Chunying, a déclaré que les tensions en péninsule coréenne seraient également à l'ordre du jour. Récemment, la Chine et les États-Unis ont maintenu une communication et une coordination rapprochées sur la question nucléaire dans la péninsule coréenne. Nous pensons que Wang Yi, le ministre des Affaires étrangères, continuera à permettre de profonds échanges d'idées avec les États-Unis au cours de sa visite. Je veux réitérer que la position chinoise sur la question nucléaire en péninsule coréenne est très claire. La Chine est fermement engagée à promouvoir une péninsule coréenne sans armement nucléaire, mais aussi la paix et la stabilité à long terme de la péninsule. Nous sommes engagés à résoudre les problèmes par le dialogue et les négociations. À la suite du récent essai nucléaire et du lancement de satellites par la RBDC, la Chine soutient l'adoption d'une résolution nouvelle et efficace de l'ONU sur la RBDC. Nous appelons également les parties concernées à éviter toute action qui pourrait envenimer la situation. Il nous faut travailler ensemble pour remettre la question du nucléaire sur la voie du dialogue et des négociations, pour discuter de la possibilité de permettre de façon simultanée la dénucléarisation de la péninsule coréenne et le processus de transformation. L'objectif étant d'obtenir la paix et la stabilité à long terme de la péninsule coréenne. Aux États-Unis, plusieurs dizaines de milliers de personnes ont manifesté dans tout le pays contre la condamnation d'un ex-officier de la police de New York, Peter Liang. Les grandes villes comme New York, Washington et Los Angeles ont été le théâtre d'importantes manifestations de la communauté chinoise. Peter Liang a été reconnu coupable d'homicide volontaire. Il encourt jusqu'à 15 ans de prison pour avoir blessé mortellement par arme à feu un homme noir à Kai Gurley dans l'obscurité d'une cage d'escalier. Lors de son témoignage, l'ex-officier de la police de New York a déclaré qu'il avait été surpris par un bruit et qu'il avait fait feu par erreur. La balle a ricoché sur le mur avant de toucher la victime qui se trouvait à un étage inférieur. Pour les manifestants, le policier est un bouc émissaire alors qu'une forte pression est aujourd'hui exercée pour faire juger les officiers de police impliqués dans les homicides d'hommes noirs non armés. J'estime que le verdict est injuste. Il n'avait pas l'intention de tuer cet homme. C'était un accident et la peine est bien plus sévère que ce qu'il mérite. Je suis ici aujourd'hui parce qu'il s'agit d'égalité en matière de protection de notre population, indépendamment de la race, du sexe ou de l'origine.
Il ne devrait pas y avoir deux critères, un pour une catégorie de personnes et un autre pour une seconde catégorie. En Bolivie, un premier décompte des voix indique que le président Evo Morales pourrait perdre le référendum lui permettant de briguer un 4e mandat. Evo Morales, 56 ans, gouverne la nation depuis 10 ans. Il a tenté de modifier la Constitution pour pouvoir solliciter sa réélection en 2019. Mais les premiers résultats font apparaître que la majorité des électeurs a dit non. Les sondages au sortir des urnes indiquent aussi qu'il perdrait par une faible marge. Les résultats complets sont attendus un peu plus tard dans la journée. Evo Morales est le premier président bolivien indigène. Il a à son crédit d'avoir réduit considérablement la pauvreté, mais les critiques vont bon train quant à la corruption de son administration. En Afrique, la police ougandaise détenait encore le chef de l'opposition, Kizza Besigye, quelques heures après l'avoir interpellé chez lui. La police estime que le docteur Besigye a planifié des manifestations violentes dans la capitale du pays, Kampala. Le docteur Kizza Besigye, que l'on voit ici, est emmené vers une camionnette. Il a été arrêté alors qu'il tentait de quitter son logement. Il était assigné à résidence depuis les 4 derniers jours. Nous avons eu des renseignements fiables que le docteur Kizza Besigye et d'autres groupes de personnes se mobilisent pour causer la confusion, des violences, des dégâts et mettre les activités de la ville à l'arrêt. Les partisans du docteur Besigye disent qu'il a organisé une marche pacifique pour que la commission électorale indépendante d'Ouganda donne des preuves du résultat des élections du 18 février. Le président ougandais Yoweri Museveni a gagné les élections pour prolonger son règne de 30 ans, mais pour Besigye, les résultats ont été truqués. Le colonel Kizza Besigye a demandé à avoir une feuille de décompte, car quand vous faites un décompte des résultats, vous ne montrez pas seulement le total, vous montrez d'où viennent ces résultats. La vérité, c'est que la commission électorale a annoncé Museveni sur la base de résultats fournis par lui-même. La sécurité est renforcée dans la capitale ougandaise, assurée par la police et l'armée. Des barrages routiers ont été placés le long des grands axes routiers pour contrôler les véhicules. En Afrique toujours, le décompte des voix est en cours au Niger après les élections présidentielles et parlementaires de dimanche dernier. Le président Mahamadou Issoufou espère obtenir un second mandat dans cette nation africaine très pauvre. Les élections ont eu lieu sous haute sécurité dans un pays qui connaît la menace constante d'attaques djihadistes par des groupes basés au Nigeria, au Mali et en Libye. Le président Mahamadou Issoufou, qui cherche un second mandat, a basé sa campagne, entre autres, sur le besoin de plus de sécurité. Je souhaite bien sûr que ces élections se déroulent dans la paix, que ces élections se déroulent dans le calme, de toutes les façons. 14 autres candidats sont également en lice pour la fonction présidentielle. Bien que riche en ressources naturelles comme le pétrole, le Niger est l'un des plus pauvres pays dans le monde. La corruption, les pénuries de nourriture et les frontières poreuses restent aussi de sérieux problèmes. Sentiment de devoir accompli. Ensuite, en ce qui concerne donc ce processus électoral, c'est la fin donc de ce processus et nous pensons que Dieu nous aidera dans cette journée d'aujourd'hui. Près de 5200 candidats se présentent également pour 171 sièges législatifs. Un deuxième tour sera organisé si aucun candidat n'a obtenu la majorité. Cette seconde partie d'édition est maintenant consacrée aux actualités chinoises. Le Conseil des affaires d'État chinois a publié de nouvelles opinions de gestion dimanche sur des mesures visant à renforcer le planning urbain. C'est le premier document visant à l'amélioration du développement des villes depuis la conférence centrale de travail urbain en décembre l'an dernier. Le document souligne l'importance du développement vert. La conservation de l'énergie est de plus en plus importante. Il y a de nouvelles suggestions concernant le retour de l'environnement et l'amélioration du planning du réseau routier. Les opinions spécifient aussi les moyens de mieux préserver la qualité de l'eau et de l'air, ce qui est important pour le développement urbain. Les opinions de gestion font partie des réalisations de la conférence centrale de travail urbain
qui donne le ton pour le développement futur. La conférence s'est réunie 37 ans plus tard pour faire face à des défis grandissants concernant le développement urbain. Les opinions de gestion soulignent la durabilité pour le développement urbain avec des suggestions regardant la conservation de l'eau, le développement d'infrastructures et la protection de l'écosystème. Le document insiste aussi sur l'importance qu'il y a à maintenir la continuité dans le développement urbain. La Chine approfondit la réforme structurelle pour stimuler son économie. Le ministère du Territoire et des Ressources a déclaré qu'il allait contrôler l'allocation de terrain au secteur du charbon et de la sidérurgie, afin de réduire la surcapacité et de réduire ses stocks. Le ministère chinois du Territoire et des Ressources a dit que la clé des réformes structurelles est de réduire les surcapacités et que la tâche la plus urgente est de faire du ménage parmi les compagnies zombies, ces entreprises extrêmement inefficaces et non rentables qui fonctionnent grâce à l'aide du gouvernement. Le Conseil des affaires d'État a demandé que dans les 3 prochaines années, le ministère n'approuve ni ne traite de nouveaux projets charbonniers et sidérurgiques. L'allocation de terrain peut jouer un rôle pivot dans la mise en œuvre de la réforme structurelle. Pour les industries en surcapacité, nous allons essayer de contenir l'offre de terrain et pour les industries aux capacités insuffisantes, nous allons accroître celles-ci en conséquence. L'inventaire de biens immobiliers en Chine est en hausse. À la fin de 2015, le pays avait environ 720 millions de mètres carrés de surface commerciale à vendre. Au regard de l'inventaire important de biens immobiliers, nous devrions jouer un rôle plus grand et contrôler l'allocation de terrain pour contenir directement la situation. Le ministère adoptera une approche mixte alors qu'il essaie d'équilibrer le déstockage avec l'urbanisation des travailleurs migrants. Pour les villes et les villages qui assistent à une urbanisation rapide des travailleurs migrants et un important déstockage de biens immobiliers, nous allons accroître leur quota de terrain résidentiel. Les analystes auraient trouvé des signes selon lesquels les capitaux délaissent les traditionnels secteurs de l'immobilier, de l'énergie et de la manufacture pour d'autres secteurs tels que le sport. Elle suit les instructions en ligne et est heureuse de pouvoir faire de l'exercice chez elle. Cette nouvelle maman n'a plus besoin d'aller dans une salle de sport. Après près de 10 mois d'entraînement, elle a perdu plus de 9 kilos. Je n'étais pas en forme après l'accouchement. Je me suis dit que je pourrais trouver une application pour m'aider à faire de l'exercice à la maison. Donc, je suis allée sur Internet. Et elle a trouvé cela, un guide et un entraîneur gratuit en ligne. Cette application a attiré plus d'1,5 million d'utilisateurs en une année. Et ce succès ne se dément pas. De plus en plus de gens commençaient à faire du sport autour de moi. J'ai vu qu'il y avait un marché énorme. Nous avons obtenu notre capital initial d'investisseurs providentiels. Après la mise en ligne de l'application, nous avons eu notre premier million d'utilisateurs en une centaine de jours et la dernière hausse d'1 million d'utilisateurs nous a pris 8 jours. Plus de 2000 applications de sport de ce type ont émergé en Chine ces 2 dernières années. Par ailleurs, de nouveaux équipements sportifs tels que les bracelets connectés font désormais partie du quotidien d'une partie croissante de la population. Et des sports tels que le cyclisme et le ski ne sont plus réservés à des professionnels. À la station de sport d'hiver de Badaling, dans la banlieue de Beijing, la fréquentation a doublé par rapport à 2014. Les investisseurs considèrent que le marché potentiel du sport est gigantesque en Chine. Le capital s'intéresse à tous les secteurs. Il va se pencher sur un secteur et en devenir le moteur. Cela explique pourquoi le secteur du sport connaît un boom de l'investissement. Le sport est un secteur lucratif que nous ne pouvons ignorer. Investir dans le secteur du sport va nous apporter de la fluidité sur le long terme. Nous prévoyons un retour sur investissement énorme après 2 ou 3 décennies. Selon le Conseil des affaires d'État, la Chine prévoit d'avoir un demi-milliard de pratiquants réguliers de sport d'ici 2025 et un secteur du sport qui dépasse les 5 000 milliards de yuan. Selon un rapport de l'Institut de recherche 02 IPO, un grand nombre de fusions et d'acquisitions par des investisseurs chinois a eu lieu sur les marchés domestiques et internationaux du sport l'an dernier. 33 des accords signés portaient sur plus de 10 millions de yuan, ce qui représente une hausse de 50% par rapport à l'année précédente.
Le groupe Wanda a acquis l'une des plus importantes firmes de marketing sportif, Infront Sports and Media, avant d'acheter World Triathlon Corporation, devenant ainsi le premier actionnaire de 2 grands clubs de foot européens. Toute cette activité a coûté au groupe près de 15 milliards de yuan. Et le géant chinois de l'Internet, Alibaba, cherche lui aussi une part du gâteau. Il est devenu l'un des grands partenaires commerciaux de la FIFA et a signé un accord de coopération stratégique de 20 ans avec la Fédération internationale de boxe. Enfin, le groupe possède désormais les droits de distribution en Chine des matchs de la NFL. Et selon l'administration générale des sports, l'industrie chinoise des sports a connu une croissance de 400 milliards en 2015, soit 0,7% du PIB du pays, et ce nombre va encore augmenter. Après 2 semaines de célébration du Nouvel An lunaire, la fête des lanternes a annoncé la fin de la période festive du Nouvel An chinois. À cette occasion, CCTV a diffusé un nouveau gala. À Taipei, on a accueilli le 27e spectacle de lanternes. Et enfin, un divertissement artistique chinois a été présenté dans plusieurs pays. Le gala de la fête des lanternes de CCTV, avec ses chansons, ses danses et ses sketchs, ne joue pas dans la même catégorie que le gala de la fête du Nouvel An diffusé lors du Réveillon. Il est cependant regardé dans de nombreux foyers chinois. Tradition oblige, certains numéros présentés lors de la fête des lanternes sont ceux qui n'ont pas pu être diffusés lors du gala du Nouvel An, faute de temps. D'autres performances sont telles des reprises du gala déjà diffusé. Le gala de la fête des lanternes sera diffusé ce lundi soir lors de la soirée traditionnelle, également appelée Petit Nouvel An. À Taipei, le spectacle annuel de la fête des lanternes a lieu pour la 27e année. Il s'agit d'un événement important pour la population locale et pour bon nombre de touristes. Des lanternes de toutes formes et toutes tailles sont visibles, mais celle qui domine les autres mesure 26 mètres et représente le roi des singes. Ailleurs dans le monde, c'est le spectacle artistique chinois baptisé Culture de Chine Festival du Printemps qui est présenté au Cap en Afrique du Sud, mais aussi à Sydney en Australie. Organisé et soutenu par le Conseil des affaires d'État de Chine, il met en avant des danses, des chansons traditionnelles, ainsi que des numéros acrobatiques. Depuis 2009, ce spectacle présenté à l'étranger a été vu dans plus de 200 villes de la planète. Il est d'ailleurs devenu une composante majeure des festivités du Nouvel An chinois pour les populations chinoises d'outre-mer, aussi bien que pour les populations locales. Ainsi s'achève ce journal. Merci de votre attention. Retour de l'information dans une demi-heure avec Afrique Info. Excellente suite de programme sur notre chaîne.